Du coup, bonjour à tous. On va attaquer notre premier talk. On a la chance pour ce premier talk d'accueillir Tugtal. Je ne vais peut-être pas le prononcer, je suis désolé. Du coup, en creusant un peu ta bio, Tug, puisque le raccourci c'est Tug, ce sera plus simple. J'ai vu que tu avais fait en gros tous les métiers de la tech. Il y en a un qui a attiré mon attention, c'est Tech Évangéliste. Je veux bien que tu reviennes dessus. Mais on est hyper heureux de t'accueillir parce que finalement, tu vas nous présenter, nous faire un peu des retours sur GitHub Copilot, qui est la première fonctionnalité qui a vraiment impacté le monde réel lié à l'IA générative et le monde du développeur. Et je crois que tu as été même un des premiers utilisateurs de cette fonctionnalité en interne. Donc voilà, on a hâte de découvrir l'envers du décor. Et encore une fois, bienvenue à toi. Oui, donc en fait, je suis Tug ou Tugdual. Tugdual, c'est un prénom breton. Donc pour ceux qui viennent de l'Ouest, il n'y a pas de souci. Tugdual, si vous connaissez. Oui, en fait, ce qui t'a fait réagir sur le côté tech évangéliste, en fait, c'est relativement simple. C'est ce qu'on fait aujourd'hui tous ensemble. C'est en fait évangéliser sur une technologie on va prêcher la bonne parole à nos collègues, à nos pairs, aux personnes avec qui on travaille. Et c'est ce que j'ai fait dans différentes sociétés, principalement autour de la donnée. Mais aujourd'hui, je suis Solution Engineer chez GitHub. Donc l'idée, c'est d'aider les gens à adopter GitHub dans l'entreprise. Depuis un an, je parle beaucoup de copilote, mais avant tout, je suis un développeur. Donc quand tu disais que j'ai fait plein de métiers, il y a un métier que j'ai jamais fait, c'est maintenir des choses en conditions opérationnelles. La prod, je connais pas trop, moi. Donc vraiment, il faut me voir comme un pisseur de ligne, entre guillemets. Ça, c'est ce que j'aime faire. En fait, ce qui est rigolo, et ça, je suppose que vous avez choisi cette date pour cette raison, ce que tu disais tout à l'heure, les 1 an de ChatGPT, mais en fait, Copilot existe depuis bien avant. Je ne sais pas qui a utilisé Copilot avant 2022, avant novembre 2022. Parce qu'en fait, c'est un projet qui a été qui a été annoncé publiquement en juin 2021. C'est-à-dire que fin juin 2021, il y a eu ce blog post qui est sorti où on va créer un pair programmeur pour les développeurs basé sur de l'IA. Alors, on ne parlait pas de Generative AI, on ne parlait pas d'OpenAI, on ne parlait pas de GPT. En tout cas, on ne donnait pas de détails. Mais voilà comment c'était fait. Et la première version commerciale est sortie en août 2022. C'est-à-dire que c'est une des premières applications des outils d'AI génératif pour un métier. Et c'est ça qui est important quand on regarde Copilot. Ce n'est pas là pour m'aider à développer uniquement des applications basé sur l'intelligence artificielle, ça peut le faire, mais c'est surtout pour m'aider tout le temps en tant que développeur. Et ce qu'on va voir, c'est ce qui a été présenté à l'instant et toute la journée, c'est comment l'IA va nous aider à faire nos métiers différents, quel est l'impact pour ça. Et depuis, alors dans la réalité, par rapport à ce que tu disais, donc je ne suis pas un des premiers utilisateurs, mais c'est vrai que j'ai utilisé ça depuis, on va dire l'automne 2021. Et toute cette première partie, jusqu'à l'arrivée de ChatGPT, j'étais probablement tout seul quand je faisais mes démos à être complètement excité, avec un sourire jusqu'aux oreilles, en montrant « Oh, regardez, ça peut créer du code pour moi, ça va m'aider, etc. » Novembre, GPT arrive, on va dire, on laisse le passer le mois de décembre, et depuis janvier, donc depuis 11 mois maintenant, c'est complètement fou. C'est des démos tout le temps, et de l'adoption de Copilot. Donc de l'IA générative pour les devs partout. Et en fait, ça a commencé un peu plus tôt que 2021. En fait, ça a commencé, vous voyez, un papier en interne qui est de l'équipe. En fait, les gens qui sont là, c'est des gens qui travaillent sur une équipe particulière chez GitHub qui s'appelle GitHub Next. Si vous faites githubnext.com en un seul mot, vous allez voir tous les projets cool sur lesquels ils travaillent. Et en fait, l'idée, vous savez que GitHub a été racheté par Microsoft il y a 5 ans. Vous connaissez le partenariat entre OpenAI et Microsoft. Et donc GitHub, donc très tôt, l'équipe de R&D s'est dit, l'équipe Next s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser le langage naturel pour aider les développeurs? Et à partir de ça, construire un proto, commencer à travailler. Le cas d'usage a été de prendre des exemples et de voir jusqu'à quelle mesure on allait pouvoir, avec un modèle de base, on est 2 ans plus tard, on est 3 ans plus tard, à quel point on allait faire évoluer cette partie-là. L'architecture en fait de Copilot est relativement simple. Comme c'est un outil pour les développeurs, l'interface est dans votre IDE. C'est-à-dire que c'est le métier du développeur. Le métier du développeur, ce qu'on veut, c'est qu'il passe le plus de temps possible dans l'environnement de développement. Que ce soit sur VS Code, dans JetBrains, dans Visual Studio, sur Vim, vous tapez du code, Copilot est là pour vous aider. Et vous communiquez avec GitHub. Alors les questions qui peuvent venir, c'est ce qui a été dit à l'instant, on va faire sortir du code, on va faire sortir des données. Des points qui sont importants, je reviendrai là-dessus dans une seconde.
Donc oui, vous faites partir du code sur un SaaS. Oui, c'est chez GitHub, mais votre code n'a pas besoin d'être chez GitHub quand on fait ça. Et lorsqu'on travaille comme ça, et ça c'est un choix d'implémentation, justement quand vous construisez vos services, vous prenez le chapeau de je suis un éditeur de logiciels, je veux fournir un service. Quel moteur et quel algo, ça c'est votre science, c'est votre capacité d'ingénieur de choisir. Mais par contre, un qui est très très important, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce flux et où est-ce que ça va. Dans notre cas, par exemple, ça tourne dans un tenant sur le cloud qui appartient à GitHub. C'est-à-dire que la donnée qui est partie là, ça tourne sur un tenant Azure de GitHub. Il n'y a pas d'échange avec la société OpenAI. On utilise GPT en tant que framework pour construire un modèle et enrichir le modèle. Donc l'idée de Copilot, ça a été de fournir... alors j'ai pas fait attention au timer, il n'est pas parti, donc je n'ai pas fait attention au temps. Voilà, il est parti, j'ai eu de l'avance. Et la partie importante autour de Copilot, ça a été... Il y a quelque chose de très important chez GitHub qui est la joie de développeur. Alors quand on dit la joie du développeur, c'est le bien-être au travail. En fait, c'est de faire en sorte que le développeur soit content et qu'on lui donne les tâches les plus faciles. Alors, les tâches les plus agréables. S'il passe son temps à faire des tâches qui sont désagréables, il est frustré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever la tête, il va regarder le marché, il va dire « Oh bah tiens, cette boîte-là fait des choses plus intéressantes pour moi ». Ce n'est pas uniquement pour le développeur, il y a aussi une stratégie pour la société, pour les équipes. Et autour de ça, il va y avoir des questions autour de la productivité du développeur. Alors c'est là où, si vous mesurez quelque chose aujourd'hui, peu importe qu'on appelle ça la productivité ou pas, c'est si vous voulez voir l'impact de l'intelligence artificielle sur votre métier, celui du dev dans le cas quand on parle de GitHub, mais sur votre autre métier, si vous n'avez pas un moyen de mesurer l'impact, il ne faut pas nous demander comment on mesure la productivité ou quel est l'impact sur la productivité s'il n'y a pas de métrique aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va souvent faire des sondages au sein des équipes de développement. C'est quelque chose qui est très très simple à faire. Quand on met en place GitHub Copilot, on va faire des sondages dans les équipes de développement. Là, ça a été fait par un très gros intégrateur qui a demandé sur 450 développeurs comment vous ressentez cette partie-là, est-ce que ça impacte la productivité? Et si vous avez des métriques, par exemple sur le nombre de mises en prod, sur la qualité des pull requests, sur le nombre de pull requests qui sont fermés, le temps qu'une pull request reste ouverte, le nombre de fois où il y a le ping-pong entre le reviewer et le développeur, ben ça va vous donner un impact de l'outil que vous avez mis en place. Donc il faut garder en tête, surtout quand on va, en tant que développeur, moi, je ne me pose pas la question. Quand j'utilise Copilot, j'ai tout de suite vu l'intérêt. Ça me rendait plus productif, mais je ne suis pas capable de donner un chiffre. Ça m'aidait à écrire des tests. Ça m'aide à écrire n'importe quelle partie, de la doc, des tests, comprendre du code, etc. Sur ces parties-là, en fait, il faut vraiment prendre en compte aussi le côté ressenti de développeur. Puisqu'aujourd'hui, si on ne mesure pas, et je parle bien dans le contexte de l'IA pour le développeur. Alors moi, je vous parle de GitHub Copilot aujourd'hui, il y a d'autres solutions. C'est pas uniquement une métrique qui va être... Alors surtout pas le nombre de lignes, hein, d'accord? Parce que générer plein de lignes avec Copilot, ça va être très facile. Par contre, ça ne veut pas dire que vous êtes productif. Ça veut dire que vous allez mettre beaucoup de choses dans la pull request que quelqu'un va devoir revoir. Sur cette partie-là, c'est vraiment mettre en place un framework, et un framework qui est très très simple, fin de sprint, quand vous loguez la pull request, un petit sondage pour demander. Ça va permettre d'avoir un feedback. Je vais juste revenir sur quelque chose autour. Alors, je ne suis pas là pour parler commercialement, mais par contre, ça a un coût, tous ces produits. Le coût de Copilot par mois et le coût des produits concurrents sur le même gamme, c'est $19. $19, ça fait 95 centimes par jour travaillé. Vous ramenez ça à la minute, si vous avez gagné 2% de productivité, ce qui est rien, parce qu'en fait, au bout du compte, on est plus gros, ça fait qu'en une semaine, vous avez remboursé Copilot. Donc après, il faut remettre ça aussi en perspective. Ne mettez pas en place un outil pour mesurer est-ce que ça va me rapporter de l'argent qui va vous coûter plus cher que simplement le mettre à disposition de vos développeurs. Restons simples, fonçons. Surtout qu'il n'y a pas d'adhérence sur ces outils-là. Comme je vous ai montré sur la slide précédente, c'est une extension dans l'IDE. Vous êtes content, vous la gardez. Vous n'êtes pas content, vous l'enlevez. Vous êtes content, vous continuez de payer, c'est au mois. Vous n'êtes pas content, vous l'enlevez. Il y a énormément de services autour de l'intelligence artificielle qui sont basés sur des abonnements. Il faut juste reprendre du recul régulièrement, regarder si ça vous aide ou pas, et arrêter en fonction. Il y a quelque chose dans les trucs que je donne quand les gens travaillent avec Copilot, et je pense que ça peut être intéressant de le faire avec tous les outils qui sont là pour nous aider à être plus productif, plus efficace, plus content, etc. Souvent, quand on fait des proof of concept dans les grosses entreprises, quand ils ont commencé à travailler avec le produit, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines,
Je leur dis lundi prochain, quand vous revenez sur votre poste de travail, vous désactivez Copilot. Et vous voyez, 9 fois sur 10, 15 minutes après, il est réactivé Copilot. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie aide pour le produit. Et c'est un peu comme toutes les personnes qui ont commencé à utiliser ChatGPT, etc. Ça devient un réflexe. Ben là, c'est pareil, l'outil est là pour aider. En parlant de ChatGPT, en parlant de... il y a un raté sur ma slide. La question principale qu'on va avoir, et qui est vraiment tout ce qui est lié autour sécurité, propriété intellectuelle, la privacité des données, l'open source, pas l'open source dans le cas du source, dans le cas du code, à qui appartient le code. Ça, c'est la vraie, et pratiquement pour moi, la seule question qui est vraiment importante. Le reste sur la productivité, la qualité de ce qui est généré, etc., c'est une autre discussion. Cette partie-là est vraiment le plus important. C'est-à-dire que si on a formé, si on a travaillé avec les gens qui sont censés utiliser de l'IA, et en gros, c'est tout le monde aujourd'hui, il faut avoir expliqué les risques et expliquer quels outils on peut utiliser. L'histoire de Samsung et de ChatGPT est un très bon exemple. Il fallait expliquer qu'il ne fallait pas utiliser GPT, point. Par contre, les gens en ont besoin, donc il faut leur fournir une alternative. Une fois qu'on a goûté à ça, on va avoir du mal à s'en passer. Alors, ce qui a été fait chez GitHub, on est conscient, nous, ce qu'on vise avec Copilot, c'est l'ensemble des développeurs. Le petit contributeur ou l'étudiant qui apprend à programmer, jusqu'au développement qui fait de la production dans une banque qui a un système d'information qui a 50 ans. Pour nous, c'est les mêmes développeurs, ça. On veut aider tous ces développeurs-là. Et en fait, on a travaillé énormément sur plusieurs choses. L'architecture du produit, je reviendrai dessus, et surtout documenter exactement, répondre à toutes les questions, dans la mesure du possible, parce que tout le monde doit sortir du chapeau une nouvelle question, autour de la sécurité, autour de l'architecture, où sont les données, qu'est-ce qu'on fait des données ou pas, autour du légal, la partie juridique, quel est l'impact, sur quoi c'est entraîné, quel est l'impact sur l'entraînement, qui est propriétaire du code, qu'est-ce qu'on fait avec le code qui est généré, qu'est-ce qu'on fait avec le code qui est demandé. Tout ça, ça a été clairement défini sur des questions, et à la fois l'autre partie qui est-ce que Copilot, c'est pas la question comme ça qu'il faut poser, mais c'est est-ce que Copilot va remplacer le développeur? Non, surtout pas. Ça s'appelle Copilot. Il y a une raison pour laquelle ça s'appelle Copilot. C'est moi le pilote et j'ai quelqu'un qui est là pour m'aider. Donc ça, c'est très très important. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que dans la salle aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas avoir peur de l'IA. Il faut juste apprendre à s'en servir et voir quels sont les biais, quelles sont les contraintes, quels sont les problèmes. Et typiquement, une fois qu'on a éliminé la discussion sur la sécurité et sur la partie juridique, la question suivante, c'est est-ce que le code qui est suggéré par Copilot est parfait? Pourquoi? Parce qu'il est entraîné sur l'ensemble du code public qui existe sur Internet, sur github.com, plus le moteur OpenAI qui est en dessous. Donc en gros, ça va être la moyenne de ce qui existe. Et si vous avez testé dans votre industrie, dans votre métier, dans votre connaissance, vous voyez bien que les réponses que vous avez quand on utilise les GenAI, ce n'est pas parfait. Loin de là, ça demande un esprit critique. Donc quand on va travailler avec Copilot, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez être assisté pour écrire du code. Le code qui est généré, le code que vous acceptez, premièrement, c'est le vôtre. GitHub ne sait même pas que le code a été généré. En fait, on sait qu'il a été généré, on sait qu'on vous a envoyé du code, mais on ne garde rien. Une fois que ce code est dans votre IDE, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Ce code-là, c'est votre responsabilité de vérifier si, premièrement, il répond aux besoins métiers, ça couvre bien votre besoin métier, s'il est de bonne qualité et s'il est sécurisé. Par contre, l'IA va essayer dans la mesure du possible, Copilot va essayer dans la mesure du possible de vous fournir du code de bonne qualité et sécurisé. Mais ça n'est pas garanti. Vous voyez bien, quand vous analysez votre code pour la sécurité et la qualité, c'est quelque chose de complexe. Ça prend du temps. Quand vous faites tourner des analyses de code de type CodeQL, Sonar et autres, ça prend du temps. Ça analyse complètement le chemin. Ça ne peut pas se faire en une seconde quand on tape du code. Il faut rester critique vis-à-vis de ce qui est généré. La façon dont moi j'aime expliquer GitHub Copilot, c'est qu'il faut être assez naïf dans la façon de l'utiliser. Ça va vous utiliser partout. Ce n'est pas fait pour répondre à un use case. Ce n'est pas fait pour répondre à un seul langage de programmation. Ça va aider dans toutes vos tâches du dev. Donc vous êtes naïf, vous demandez de l'aide de l'IA de façon transparente quand vous codez ou en utilisant le chat, en utilisant l'interaction. Par contre, le code qui est renvoyé, la réponse qui vous est renvoyée, c'est là où on a besoin de notre intelligence à nous, de développeurs, notre expérience à nous de développeurs. Donc ce que je disais, cette slide est très très importante. Alors en fait, elle est importante pour moi en tant que GitHub, elle est importante pour vous si vous avez envie d'utiliser Copilot, mais elle est surtout importante quand vous allez choisir une technologie. Posez ce genre de questions pour avoir ce genre de réponse. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, Copilot, la façon dont il fonctionne, dans votre IDE, il regarde ce que vous faites, il regarde le code, il envoie effectivement du code sur les services GitHub sur le cloud, parce qu'il a besoin d'un prompt. On ne parle pas de prompt ou de prompt engineering dans le cadre de Copilot, parce qu'il y a une partie du travail qui doit être fait par l'IDE, c'est-à-dire c'est caché cette partie-là. Moi, je suis un software engineer, je ne suis pas un prompt engineer. Moi, ce que je veux, c'est coder, 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 le plus efficacement possible. Si je commence pour pouvoir coder, à me poser plein de questions sur comment je dois écrire un prompt pour que mon IA qui est embarqué dans mon IDE me réponde bien, j'ai raté. J'ai raté la raison d'être du produit. C'est plutôt je code, l'assistant m'aide, et petit à petit, je découvre des trucs et astuces pour fournir un meilleur contexte qui, en dessous, va générer un bon prompt pour l'outil. Donc déjà, on envoie un contexte. Ce contexte, c'est ce que vous êtes en train de faire, l'endroit où est le curseur, est-ce que j'écris un commentaire, une variable, etc. J'envoie, ça renvoie du code, ça fait la suggestion que vous acceptez ou pas. Et là, les points numéro 3 est très, très important. C'est-à-dire qu'on supprime cet échange-là. On garde des stats, mais on supprime tout ce qui est code. Ça veut dire que, il n'y a pas trop de risque qu'on vous le pique, puisque de toute façon, il est là que temporairement, un aller, un retour. Le modèle n'est pas entraîné sur votre code. C'est ça, c'est pourquoi je mets un grand blanc, c'est parce qu'on nous pose la question à chaque fois. Et ça vient justement du fait que dans les termes of service de ChatGPT gratuit, c'est dit qu'on peut utiliser cette partie-là pour entraîner ou pour enrichir le modèle. Dans Copilot, le choix a été fait de ne pas garder la partie prompt, la partie suggestion. Ce qui vous permet, même si vous ne voulez pas consommer du cloud, vous n'avez pas votre source code, vous n'avez pas l'habitude de sortir des données sur le cloud, vous pouvez le faire. On a plein d'entreprises qui jusqu'ici n'utilisaient aucun service cloud ou aucun service cloud de GitHub qui font du Copilot maintenant. Il y a 37 000 organisations et 1,5 million d'utilisateurs actuellement sur Copilot. Et ça continue d'évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que quand je dis ça, c'est que il y a 3 ans, il y a 2 ans, quand on a créé Copilot, c'était juste la complétion dans l'IDE. Au-dessus de ça, on a rajouté le chat. On embarque maintenant cette partie-là dans l'ensemble de la plateforme GitHub. Alors la façon dont il faut voir ça, c'est qu'effectivement, moi je vous parle de GitHub. On va prendre du recul. Vous prenez tous vos outils. Au début, on va travailler sur une partie toute simple de l'IA, comme l'a présenté Le Bon Coin. On va regarder sur 1 ou 2 services, et après on va étendre, étendre, étendre. Et dans notre cas, et là je vais finir par cette slide, et il faudra qu'on vérifie le temps, il faudra que vous me dites combien de temps j'ai, c'est qu'en fait, quand on a sorti le produit en 2021, il y avait la complétion, qui était sortie en bêta. 2022, il y a eu une extension en mars 2022 qui s'appelait Copilot Labs. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Copilot Labs? Ça vous dit rien? C'est une petite extension qui a été faite pareil par l'équipe Next, qui fournissait des choses au-dessus de Copilot dans l'IDE pour dire fixe-moi du bug, explique-moi le code, fixe-moi ce bug, améliore cette partie du code, convertis de ce langage-là vers l'autre langage. Tester d'autres utilisations pour le développeur. Donc travailler sur cette partie-là. Et on continue d'ajouter des choses de plus en plus, y compris là, ce qui a été annoncé il y a 2 semaines à Universe, qui était la grosse conférence, mettre des choses dans la partie DevSecOps, dans la partie plateforme. Mettre le chat sur votre code, vous pouvez poser des questions, analyser du code, mettre de l'IA au niveau de la pull request, suggérer des commentaires, faire de la code revue, fixer des bugs de sécurité, vous scannez automatiquement avec des outils de scan, ça lève des vulnérabilités, ça va vous expliquer la vulnérabilité, ça va vous faire une proposition de rémédiation. Donc vous voyez, on va étendre l'IA dans plein d'endroits. Il reste 6 minutes. Alors je ne vais pas faire de démonstration, je vais plutôt prendre des questions et des réponses, et s'il y a besoin de démonstration, ça sera autour d'un café. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je pense que tu avais encore le temps de pouvoir faire la démo, si D'accord. tu veux. Ah, okay. Ça dépend si elle est de 5 minutes. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème et on avait du temps après pour les questions. Ah, c'est après les questions. Ok, ouais. J'avais mal compris. Désolé. Alors, je vais vous faire une petite démo. Comme ça, chacun a le temps de penser à sa question. Comme ça, je suis sûr qu'on aura énormément de questions. Et on va prendre une première question, le temps que ça arrive. Bonjour. Une question, je pense, pour tous les développeurs. On adore tous écrire des tests unitaires et fonctionnels. Est-ce que Copilot est capable ou va être capable de nous aider dans un avenir proche à générer beaucoup de tests unitaires et fonctionnels? Alors, c'est ce que je vais montrer. Alors, le beaucoup me fait peur. C'est-à-dire qu'on va toujours garder en tête que c'est un assistant. Alors, plus ça va, plus il s'améliore. Hein. C'est-à-dire que je vais essayer de montrer deux cas d'usage. Et en fait, effectivement, il peut aider à faire du test. La façon le plus simple de le faire, c'est on prend Copilot Chat, on est sur le chat, on sélectionne du code, clic droit,
écris-moi un code, écris-moi un test sur cette fonction-là. Ce que j'ai fait, et justement, j'ai préparé un exemple où j'ai fait... alors, pour les gens qui me connaissent, il y a Dimitri qui est là, qui me connaît bien. Comme je vous disais, moi, je faisais du quick and dirty, donc les tests, c'était pas mon truc. Maintenant, avec Copilot, j'écris des tests, même sur mes démos. Et j'ai testé quelque chose qui est de faire du TDD, où en fait, j'ai écrit des premiers tests. Et c'est ça qui est important, j'ai écrit des premiers tests. Par contre, le troisième, je lui ai demandé de me le générer pour avoir du contexte. Donc l'idée, c'est effectivement ça. Et dans les exemples qu'on a autour du test, c'est... Quand on met, imagine ce qui se passe, tu n'as pas envie d'écrire des tests, on n'écrit pas, c'est pas bien, tu te fais rouspéter. Par contre, tu pousses quand même ton code, tu as la pull request. Dans la partie CI, avec de l'intelligence artificielle, on est capable de voir qu'il manque des tests et on est capable de suggérer des tests. Donc aider dans la pull request à écrire ça. C'est un exemple de cas d'usage. Par contre, ce qui se passe autour de GitHub Copilot, hein, dans l'ADN de Copilot, ce n'est pas d'utiliser des cas d'usage particuliers, c'est d'être très très générique. Les tests font partie des choses qui peuvent être faites. Et tu as une commande /test pour le faire dans l'IDE, dans VS Code et dans Visual Studio, et elle arrive sur IntelliJ, sur JetBrains. D'autres questions ? Le temps que ce soit réparé, qui veut parler dans la boîte ? Merci beaucoup. J'ai une question, tu parlais tout à l'heure de ton taux d'adoption de 35%. Si c'était ça que tu montrais dans le chiffre. Taux d'acceptation. D'acceptation par les devs. Je rencontre ça par rapport à des équipes, que ce soit chez moi ou avec d'autres, dans d'autres boîtes, où j'ai beaucoup de résistance en fait, à l'adoption, à l'utilisation de Copilot. Et je ne sais pas ce que ça peut évoquer ou comment on peut aborder ça, former, engager tout le monde. Le chiffre que tu as vu n'est pas ce dont tu parles, donc je vais parler des deux chiffres. Ce qu'on appelle le taux d'acceptation, là, ce que j'ai montré, c'est que chaque fois qu'il y a une suggestion qui est faite, il y a 30% des suggestions qui sont acceptées par le développeur. Ça, c'est ce chiffre-là. Et en fait, juste pour l'anecdote, on améliore le modèle, on améliore le plugin dans l'IDE, on améliore les filtres qu'on a au milieu. On est passé de 25% au tout début de Copilot à 35-38% aujourd'hui, et ça varie en fonction des langages de programmation. Donc ça, ce n'est pas ta question. Ta question, c'est effectivement, on veut mettre ça à des développeurs, on leur donne accès, ils ne l'utilisent pas. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a la première qui est juste, on ne sait pas comment faire. C'est-à-dire, c'est installer le plugin, se connecter à GitHub pour avoir accès. Donc ça, c'est plus du travail de notre côté à essayer de faire. Dans les très grosses entreprises, je vais parler d'Accenture, je vais parler de Mercedes, Mercatre Libre, je n'ai pas trop de références encore publiques en France autour de ça, Indra en Espagne. Ce qu'ils font, c'est qu'ils animent des communautés de développeurs pour ça. Et après, il y a les réfractaires, il y a les gens qui disent « je suis plus rapide que l'IA, je n'ai pas besoin de l'IA ». Ah ok, si tu es plus rapide que l'IA, n'utilise pas Copilot. On ne va pas forcer les gens à utiliser quelque chose qu'ils ne veulent pas. Par contre, je doute qu'une personne soit toujours plus rapide dans tous les cas d'usage. Et surtout, ça n'a pas marché, mais il y a quelque chose qui est intéressant quand on travaille avec Copilot et la partie chat, moi que j'utilise beaucoup. Quand je code, j'utilise la complétion de base. Donc quelquefois, ça va aller plus vite que moi la plupart du temps, donc je suis très content et je le garde. Mais il y a un autre cas d'usage où ça peut aider n'importe qui, c'est expliquer du code, comprendre du code et documenter du code. C'est-à-dire, je ne pense pas que tous les ingénieurs dans la boîte comprennent tout le code qu'il y a dans la codebase, et je ne pense pas que votre code soit toujours très bien documenté. Et ne cesse que ce côté un peu reverse engineering ou retro engineering est super intéressant. Donc en fait, quand on veut faire, là ce qu'on voit, on n'est pas à 30%, je vois dans les boîtes où on passe à l'échelle, on est plutôt à 80%, c'est-à-dire qu'ils ont acheté 1000 ou 2000 licences et ils ont 800 ou 1600 utilisateurs, et il y a la base de 20% qui n'arrivent pas à passer. Là, c'est du travail de communication à faire dans les équipes de dev. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas vouloir l'utiliser, mais il faut vraiment essayer de passer du temps. Mais c'est un petit peu comme quand vous avez formé les gens au test. Au début, tout le monde était réfractaire. Ce n'est pas ma responsabilité. Il y a l'équipe QS, à eux de faire les tests. La sécurité, c'est pareil. La sécurité, il y a l'équipe Sécu. Maintenant, on est tous responsables de cette partie-là. Comment vous avez fait ? Vous avez passé du temps à échanger, à faire des communautés, des choses comme ça. Et il y a un truc qui est côté, et là je parle sur GitHub Copilot, mais je pense que dans les produits concurrents, ça va être la même chose. Il y a un côté, moi, quand j'utilise Copilot, je souris. Il y a des moments où ça me fait sourire. C'est-à-dire qu'il soit parce qu'il me génère des trucs complètement idiots, je me dis non, c'est pas possible. Mais plutôt, c'est souvent l'inverse. Il va me générer une fonction, il va me générer une portion de code, et je vais me dire, oh la vache, ça m'a vraiment aidé. Et il y a la petite anecdote que je vais donner, c'est que je travaillais on faisait un proto de CI/CD dans une administration française. L'administration française, contrairement à sur mes slides, elle nous impose d'écrire français. Donc je me suis forcé à écrire les commentaires en français dans les pipelines d'intégration continue. Et c'est comme ça que j'ai découvert que Copilot pouvait parler français, pouvait compléter mes commentaires en français et à partir du français générer du code. Alors quand je dis Copilot, pour vous qui connaissez
probablement mieux que moi les moteurs qu'il y a derrière. Ce n'est pas Copilot directement là, c'est GPT qui est capable de comprendre tous les langages et de faire cette transformation du langage vers le code. Mais c'est pousser l'adoption, c'est aussi de la communication. Et ce que font beaucoup de boîtes, c'est qu'elles font des sessions de démonstration. C'est-à-dire qu'il y a une première session d'enablement où on partage énormément sur l'expérience, comment utiliser les produits, les 4 façons d'utiliser Copilot, les petits trucs et astuces. Après 15 jours, 3 semaines après, une session de feedback. Écoutez vos développeurs, faites confiance aux développeurs. C'est eux qui utilisent l'outil. Ce n'est pas l'engineering manager qui va dire « Oui, j'ai vu le mec de GitHub, il a fait une super démo, il a généré 10 tests d'un coup, je ne comprends pas, tu n'écris pas de test. » Ce n'est pas la bonne idée de faire comme ça. C'est plutôt faites confiance aux devs. Il va y avoir les gens qui sont réfractaires, ce n'est pas grave. Les gens qui aiment vont continuer à travailler. Et au bout d'un moment, et c'est ce qui s'est passé dans toutes les grosses boîtes où moi j'ai déployé, qui ont déployé et que j'ai aidé, c'est ils se font des démos entre équipes. Et la dernière fois, ça a été comment j'ai écrit du C++ et j'écris mes tests en C++, avec les petits pièges. Comment j'utilise pour faire du Kubernetes, pour faire de l'infrastructure à code et du Kubernetes. Et c'était plein de petites choses comme ça, en fait. Et il y a des petites anecdotes après qui sont partagées et qui donnent envie aux gens qui n'ont pas pris le temps d'y aller. Et là, j'ai reçu un mail d'un client. Si vous travaillez avec Copilot et que vous posez une question, écris-moi une recette de pizza, il va refuser parce qu'il est là pour vous aider à coder. Par contre, l'application sur laquelle il travaille, elle s'appelle Cocktail. Il a généré des tests et dans les tests, il avait des documents JSON à écrire. Et sur le document JSON, il a écrit la recette du Cuba Libre. Et ben en fait, quand moi je vois ça, quand je code, ça m'amuse. Et quand je dis, et ça fait partie des petites choses, quand on fait des démonstrations, il ne faut pas aussi hésiter à partager les petites anecdotes comme ça. C'est ce qui va donner envie de tester le produit et après de l'utiliser vraiment professionnellement. Je vais montrer l'interaction que j'ai eue sur le test. Quand j'ai vu que c'était un micro comme ça, je me suis dit, je ne vais pas tout faire à la main. Ici, c'était un TP un TP autour du TDD, du Grafana, etc. Ça n'avait rien à voir avec Copilot. Par contre, l'idée, c'était de se dire, on va utiliser Copilot dans cette partie-là. Donc, dans une des classes, c'est du Java, comme vous pouvez le voir, il y a une description du jeu, c'est un jeu du Morpion++. Et parmi les règles, il y a des règles, quand je suis un utilisateur, je ne peux pas avoir plus de 3 tokens sur la carte, j'ai des règles définies en fonction du besoin. Il y a des tests qui ont été écrits, donc ici, il y a des tests qui ont été écrits. Ces 2 premiers tests, désolé, j'ai déjà accepté le 3e, les 2 premiers tests ont été écrits par le développeur. Là, quand vous codez, ça va vous aider. Quand vous ligne à ligne, ça va vous aider. Je suis allé dans Copilot Chat. Ce qui est important, j'ai ouvert des onglets pour donner du contexte. Et j'ai utilisé une commande qui est nouvelle, qui existe depuis 3 semaines, qui s'appelle @workspaces, par exemple. Ça, c'est sur VS Code. C'est pour influencer le prompt, en fait. C'est pour rajouter du contexte. Et vous voyez la question que j'ai posée, propose a test with a player. Donc, écris-moi un test pour un joueur qui a déjà 3 tokens sur la map et veut écrire et veut placer un nouveau. J'ai juste tapé ça. Il a utilisé, à partir de ce qu'il a compris de mon projet, ces fichiers-là. Et voilà le test qu'il m'a généré en l'expliquant. Il y a plein de choses qui sont amusantes autour de ça. Alors je vais le faire après sur un autre truc, mais vous voyez le code, comment il est formaté. Vous voyez où sont les commentaires. Vous voyez le nom du test. En fait, Copilot, aujourd'hui, ne connaît pas votre check style, votre linter. Par contre, si vous avez du code qui est très propre, vous avez tous passé des linters, vous ne pouvez pas passer la CI sans avoir passé le linter, votre code est propre, comme s'il sert de prompt, la réponse, elle va copier votre façon de coder. Et c'est ce qui se passe exactement là. Quand je disais, tu veux écrire des tests, je vais faire la partie... je vais faire la partie à une main, donc c'est un peu plus compliqué. Et je vais simplement lui dire ici, hop, je vais dans la partie chat en bas, et on a plein de commandes qui arrivent, là, et on en rajoute de plus en plus autour de ça. Et d'ailleurs, on travaille sur un écosystème où on va pouvoir pointer ici, je fais du MongoDB, je fais du Cassandra, je fais @MongoDB pour demander de l'aide dans le contexte d'une API de développement particulière. Et là, ce n'est pas du fine-tuning, ce n'est pas de l'enrichissement de modèle, c'est juste donner un contexte précis pour influencer les prompts pour pouvoir générer. Et là, si je fais test, alors je fais la partie vraiment feignante, sans contexte, sans vraiment demander ce que je veux. Parce que dans la réalité, la façon dont je travaille, c'est qu'ici, je demande, il y a une vulnérabilité, explique-moi la vulnérabilité, fixe-moi la vulnérabilité, écris le test. Et là, il va m'écrire, alors comme je lui ai rien précisé, il va m'écrire du JUnit, du mock, qui va être le framework le plus utilisé et celui que j'ai dans mon projet actuellement. Et si je précise un test en particulier, il va le faire. Toujours pareil, il faut avoir un esprit critique, c'est-à-dire que la question est relativement simple. Là, je regarde, si ça correspond réellement à ce que je veux, je vais le faire comme ça. Et ce que je disais, c'est qu'on amène la même chose dans
github.com. C'est-à-dire qu'ici, je suis sur un fichier Kubernetes, je lui demande de m'expliquer, je peux lui demander comment sécuriser cette partie-là ou comment passer au niveau supérieur pour aider. Imaginez la même chose au niveau de la rémédiation de failles de sécurité. C'est-à-dire que si on travaille, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous travaillez dans des projets où vous avez des scans de sécurité. Si vous n'en avez pas, faites-le. C'est très, très important. Donc là, j'ai un outil de scan qui s'appelle CodeQL, qui est de l'analyse de code, donc l'analyse statique de code, qui a trouvé une vulnérabilité dans le code. Demain, donc en février, on est en train de développer la partie, faire des previews. On va automatiquement reconnaître cette faille, la documenter et faire une proposition aux développeurs pour accélérer le développement, pour aider le développement. Parce que de la même façon que tu parlais des tests, fixer les bugs, c'est pas rigolo. En tout cas, des bugs comme ça, c'est pas rigolo. Donc, aider toujours le développeur. Ce que je disais, quand on sort des choses tout le temps, on travaille sur de l'innovation autour de l'IA. Maintenant, c'est Copilot sur le serveur, le chat, rajouter du fine-tuning au-dessus, utiliser votre code autour pour entraîner le modèle. Alors, quel est le cas d'usage le plus intéressant pour ça? Je suppose qu'ici, il n'y en a pas beaucoup, mais qui fait du COBOL? D'accord, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a énormément de COBOL dans la nature. Alors aujourd'hui, je peux utiliser Copilot pour m'expliquer. Là, l'idée, c'est de former, d'entraîner sur le code historique legacy. Et l'autre cas d'usage qu'on a prototypé avec AMD, le fabricant de puces, c'est Verilog, qui est en fait les gens qui font du design de puces, ils ont un langage de programmation, un langage de décryption qui n'est pas open source. Je ne sais pas s'il est open source, mais en tout cas, il n'y a pas énormément de contributeurs et de projets de création de puces et de syntaxe de puces. L'idée, c'est d'entraîner sur ce modèle pour permettre aux développeurs, permettre aux gens qui construisent avec ça. Donc il y a toujours des évolutions et ça va être dans toute l'industrie au niveau des développeurs. Merci beaucoup, TugDual. Je vous invite à l'applaudir. C'est impressionnant aussi de voir comment GitHub itère sur son produit et itère avec les feedbacks des utilisateurs. Je trouve qu'on trouve des notions qu'on a partout dans nos entreprises. Et finalement, ce que nous apporte la Generative AI, c'est de pouvoir nous augmenter, nous simplifier plein de tâches possibles dans notre vie au quotidien, mais également d'améliorer notre productivité. Et je retiens particulièrement dans ce que tu mentionnais, la partie raise awareness, donc comment on arrive à donner à voir, comment on crée des logiques de communauté, comment on monte des initiatives, comment chaque personne peut l'utiliser dans son entreprise pour donner envie aux autres, donner à voir et lancer des initiatives. Et sur COBOL, ça m'a rappelé une vieille anecdote. Quand il y a 10-15 ans, moi, je développais. Et comme je suis une data scientist, à l'époque, je développais pas en COBOL, mais après, j'avais quelqu'un d'autre qui recodait en COBOL ce que j'avais fait. Et je me dis que j'aurais eu un bien meilleur time to market s'il y avait eu Copilot à l'époque. Merci beaucoup. On applaudit TugDual. Merci.